Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 5 juillet 2025. Et le point le plus important, c'est voilà, l'oblast de Lougansk est tombé au 1er juillet. Donc non sans mal, hein, il a fallu énormément d'efforts des Russes. Les Ukrainiens ont bravement résisté. Ils ont mis beaucoup de moyens et d'hommes pour pouvoir résister à l'avancée russe. Ils ont tenu jusqu'au dernier moment, mais bon, évidemment, ils ne pouvaient pas tenir éternellement, étant donné en plus toutes les mauvaises nouvelles qui se sont abattues sur l'Ukraine récemment. Donc évidemment, cette prise de l'oblast de Lougansk qui a été annoncée par le gouverneur de Lougansk lui-même, eh bien, est un événement pour les Russes qui est extrêmement positif. Déjà que les soldats russes étaient très motivés, puisque évidemment, ça fait au moins 2 ans qu'ils voient que la victoire ne pouvait pas leur échapper. Et plus les mois passaient, plus ils étaient motivés, puisqu'ils voyaient que la victoire était bien en vue et qu'elle se rapprochait chaque jour passant. Donc concernant le côté russe, militairement, tout va très bien. Par contre, du côté ukrainien, cette nouvelle est terrible. Parce que bon, même si en réalité cela ne change pas grand-chose, symboliquement, eh bien, le symbole est très fort. Et s'ajoute, encore une fois, comme je le disais, à un empilement de nouvelles catastrophiques, comme par exemple le fait que Trump officiellement arrête d'aider l'Ukraine, et pourtant arrête d'aider l'Ukraine pour le paquet qui avait été décidé sous l'ère Biden, même pas sous l'ère Trump. Mais Trump a quand même décidé d'officialiser l'arrêt de l'aide à l'Ukraine, en plus pour des choses très importantes que sont les missiles patriotes, les obus et certains d'autres missiles et d'autres munitions un peu moins importantes pour l'Ukraine. Mais la pire des nouvelles pour l'Ukraine, c'est que les deux mamelles de la résistance de l'Ukraine, que sont les missiles patriotes et les obus, ça s'est arrêté. Alors évidemment, c'est ce qu'il y a de plus important aux yeux de l'Ukraine, donc cette nouvelle est absolument terrible. Et en plus, là, ils vont apprendre que l'oblast de Lougansk, ça y est, c'est terminé, il est pris à 100% par les Russes. Donc évidemment, rien ne va plus côté ukrainien. Alors bon, comme je le dis chaque semaine, hein, la défaite est bien là, et je vous donne à chaque fois, très souvent tout du moins, cette image d'un homme qui tombe, mais filmé au ralenti. On connaît très bien comment ça va se finir, donc il va se casser la figure. Mais comme c'est filmé au ralenti, voilà, on fait durer le suspense, hein, comme on dit, même si on connaît déjà la fin de l'histoire. Bref, donc démoralisation totale côté ukrainien, sans compter qu'il y a encore des nouvelles de gens qui désertent, encore des nouvelles de gens qui, au lieu de se pointer pour être enrôlés sur le front, s'évadent de toutes les manières possibles, quitte à se déguiser en femme. Et oui, les Ukrainiens hommes ont essayé ce subterfuge. La plupart se font arrêter quand même, mais il y en a eu des milliers et des milliers qui se sont fait passer pour des femmes, car oui, il y avait des passeurs payés 20 000 dollars par personne qui leur donnaient des perruques, du maquillage et un petit cours d'attitude pour essayer de passer pour des femmes. Bon, vu de loin, mais bon, voilà, et oui, ils en sont arrivés là pour essayer d'éviter de se faire enrôler. Sans compter, comme on le verra dans cette vidéo, moult et moult étudiants et élèves, etc.,
bref, des écoles et des universités qui s'enfuient légalement de leur pays et Kiev essaye de les ramener par tous les moyens, de les appâter en leur disant on va vous payer toutes vos études, on va vous aider financièrement même pour d'autres choses, etc., etc., pour les faire revenir en Ukraine. Cela dit, les étudiants et lycéens qui sont partis avec leurs parents ou non, ou via des passeurs, ne sont pas stupides. Ils savent très bien que s'ils mettent un pied en Ukraine, ils seront capturés pour être envoyés au front, tout du moins pour ceux étant majeurs. Voilà. Bon, bref, évidemment, ils ne sont pas idiots. S'ils ont réussi à franchir la frontière, ils resteront fermement dans le pays étranger. Ils ne retourneront pas dans leur pays. Imaginez-vous déjà pour faire tout ce qu'il faut officiellement ou non officiellement pour franchir la frontière ukrainienne, c'est toute une aventure, c'est extrêmement périlleux, ça coûte extrêmement cher, vous vous doutez bien qu'après tous ces efforts, ils ne retourneront pas dans leur pays, tout du moins tant que la guerre est bien là. Bref, donc tout ça, ce sont des mauvaises nouvelles qui s'accumulent pour l'Ukraine et ça n'en finira pas, bien évidemment, car en plus, on a Macron qui a appelé Vladimir Poutine. Leur discussion a duré 2 heures, donc tout ça donne encore une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, hein, parce qu'ils s'attendaient à ce que la France soit le couteau entre les dents et ne veulent surtout pas parler à la Russie. Et pourtant, voilà, Macron fait une pirouette, hein, et apparemment il veut refaire des liens avec la Russie. Alors évidemment, ce coup de téléphone qui a duré 2 heures n'a débouché sur rien. Bien évidemment, je suis même surpris que Vladimir Poutine ait bien voulu parler à Macron. Vraiment, Vladimir Poutine est décidément trop gentil. Et en plus de cela, on a Donald Trump qui a appelé lui aussi Poutine. Ça a duré 1 heure, mais bon, là, Trump, il a parlé aux médias, il a dit directement, bah, ça n'a absolument rien donné et je ne suis pas content. Tout du moins pour le volet ukrainien, parce qu'apparemment, pour le volet iranien, entre Trump et Poutine, il y aurait éventuellement un embryon d'accord. Mais bon, ça reste à voir. Pour revenir à Macron qui a appelé Vladimir Poutine, la petite anecdote amusante, c'est que Maria Callas, donc la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, alors mettez beaucoup de guillemets à cela, a disputé Macron parce qu'elle a dit que ce n'était pas dans le rôle de Macron d'appeler Vladimir Poutine, c'était à elle, Maria Callas, la représentante de l'Union européenne concernant les pays étrangers, de contacter Poutine et non pas Macron. Voilà. Et Macron, évidemment, en tant que véritable homme qu'il est, hein, très virilement, qu'est-ce qu'il a répondu à Maria Callas? Il a dit « Ah non, non, je n'ai pas parlé de l'Ukraine, je vous le jure, je n'ai parlé que des affaires d'Israël, du Moyen-Orient, de l'Iran, mais je n'ai pas parlé de l'Ukraine. » Voilà, la couardise légendaire de Macron, donc là il confirme ce qu'il est évidemment, c'est-à-dire un véritable lâche. Il a trouvé une excuse, bon évidemment donc que personne n'a cru, bien sûr qu'il a parlé de l'Ukraine pour quémander un cessez-le-feu. D'ailleurs tout comme Trump, hein. Trump lui il a appelé Poutine pour quémander un cessez-le-feu. Voilà. Mais bon, sauf que Trump, lui, c'était pour, on va dire, tenir sa promesse d'homme de paix qui voulait faire un cessez-le-feu rapidement. Macron, lui,
c'est juste par hypocrisie, retournement de veste, etc. Vu que lui, c'était un va-t-en-guerre absolument énorme, d'ailleurs avec Keir Starmer et Merz, hein, pareil, hein. Et Macron avait été le premier et le seul à dire moi je suis prêt à envoyer des troupes françaises en Ukraine. Voilà. Donc Macron étant à va-t-en-guerre, le fait qu'il ait demandé un cessez-le-feu, quelque chose comme ça, à Poutine. Bon, certes, j'ai appris par la suite que c'est Zelensky qui avait demandé à Macron de dire à Poutine que ouais, maintenant l'Ukraine était prête à accepter un cessez-le-feu inconditionnel, voilà. Bon, évidemment, Poutine, en aucune chance qu'il n'accepte un cessez-le-feu, mais en tous les cas, voilà les, les coulisses diplomatiques qui en disent très long et qui montrent à quel point l'Occident est désespéré devant la victoire russe qui avance à très 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 grands pas, qui devient beaucoup trop tangible à leurs yeux et évidemment ils paniquent. Ils paniquent parce qu'ils se demandent mais qu'est-ce que ça va donner quand la guerre sera finie? Sans compter qu'en Allemagne, on a beaucoup de grandes villes qui veulent reprendre le commerce gazier et pétrolier avec la Russie pour redonner la grandeur de l'Allemagne. Et apparemment, Merz commence à être gêné aux encoignures parce qu'il y a de plus en plus de pourcentage de sa population qui pousse pour reprendre les liens énergétiques avec la Russie. Donc Merz commence à être très très gêné dans la voie belliqueuse qu'il a choisie, une voie de guerrière absolument extrême. Et là, il commence, paraît-il, à se poser des questions et à avoir un peu moins la bave aux lèvres. Bon, nous verrons bien. En tous les cas, juste comme ça pour information, la Pologne et la Lituanie, eux, ont décidément la bave aux lèvres puisqu'ils ont encore décidé des mesures supplémentaires euh, pour, euh, pour se préparer à la guerre avec la Russie. Et tout dernièrement, ce qui a fait euh, vraiment le titre dans les grands médias, c'est le Danemark hein, qui a remis le service militaire pour tous, donc aussi bien hommes que femmes. Voilà, ça fait la une des grands journaux. Le Danemark aussi qui tout d'un coup, voilà, et devient comme les Lituaniens, comme les Polonais. Bref, la bave aux lèvres, hein. Bon, évidemment, vous doutez bien que le Danemark, qui veut, entre guillemets, se préparer à la guerre contre la Russie, bon, ne fera rien du tout. C'est un confetti pour la Russie, le Danemark, mais bon, le Danemark obéit aux ordres de l'Union européenne et donc a fait ce genre de choses qui est tout aussi ridicule que la Suède qui avait fait un fascicule pour se préparer à la future guerre contre la Russie, un fascicule de survie en cas de guerre contre la Russie. La France avait emboîté le pas aussi. Bref, voilà, on continue dans le ridicule. En tout cas, dans cette vidéo, il y aura bien d'autres sujets. Ne manquez pas aussi l'armement, très très intéressant là dans cette vidéo-ci, concernant les tanks et une nouvelle technologie miracle que les soldats russes sont en train d'avoir et qui leur permettra de sauver leur vie. Je vous laisse voir ça dans cette vidéo. Ne manquez absolument aucun article. Vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Bref, commençons. On va commencer avec un article de l'AFP qui nous dit les États-Unis suspendent certaines livraisons d'aide militaire à l'Ukraine. Alors, on va voir que cet article de Yahoo qui ont repris de l'AFP, AFP qui a lui-même repris de plusieurs journaux. Là, l'AFP nous dit Politico et d'autres médias américains ont rapporté que des missiles pour les systèmes de défense aérienne Patriot, de l'artillerie de précision et des missiles Hellfire font partie des articles retenus par les États-Unis.
c'est-à-dire qui ne seront pas donnés à l'Ukraine. Alors les missiles Patriot, je ne vous les présente plus. L'artillerie de précision, c'est les obus de 155 mm que je ne vous présente plus. Les missiles Hellfire, bon, ça si, il faut les présenter parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que des missiles Hellfire. Ce sont des tout petits missiles de 45 kg air-sol et qui ont une charge explosive de 8 kg et qui sont tirés typiquement par des grands drones comme le Predator ou le Reaper et l'hélicoptère de combat américain Apache. Bon bref, c'est pas très utile pour les Ukrainiens. Bref, ce qui fait très mal à l'Ukraine, c'est le manque de patriotes et le manque d'obus, bien évidemment. Alors, vous vous doutez bien que ce genre de nouvelles ajoute au malheur des pauvres Ukrainiens, et je parle surtout des soldats ukrainiens, qui étaient déjà désespérés avant cette nouvelle absolument dramatique, et qui maintenant doivent avoir un moral plus bas que terre. Alors vous doutez bien que ça ne va pas améliorer les cas de désertion, les cas de prisonniers qui se rendent. Donc tout cela est absolument catastrophique pour le moral des soldats ukrainiens, mais aussi pour toute la hiérarchie ukrainienne jusqu'à l'état-major. Donc tout ça va précipiter la fin de l'Ukraine et donc précipiter la future victoire russe qui est absolument inéluctable. Alors ici, une nouvelle qui est très intéressante concernant le front et qui nous est donnée ici par Reuters au 1er juillet, qui titre « La Russie prend le contrôle total de la région ukrainienne de Louhansk selon un responsable soutenu par la Russie ». Donc le responsable soutenu par la Russie, c'est le gouverneur ou le chef, comme on voudra, de Lougansk. Lougansk, façon de parler à la française. Donc la Russie a pris le contrôle total de la région de Lougansk dans l'est de l'Ukraine. Donc ça c'est ce qu'annonce, donc, comme je viens de vous le dire, le gouverneur de la région de Lougansk. Donc c'est la première région que les Russes prennent à 100%. Évidemment les autres tomberont obligatoirement bientôt. Alors évidemment, hein, comme je ne cesse de le répéter quasiment toutes les semaines, la prise de tous les oblasts est une évidence absolue et est une inéluctable, mais cela se fait lentement. Voilà. Alors les pro-OTAN, pro-Union européenne pourront dire, et tout en se moquant de la Russie, regardez, ils avancent pas, ils grignotent. Bah oui, mais d'un autre côté, c'est la méthode la plus sage stratégiquement, militairement sur le terrain pour épargner un maximum de personnel et pour épargner un maximum de matériel. C'est la solution la meilleure quand on est en défense agressive, entre guillemets, donc une sorte de stratégie hybride. Hein. Alors la stratégie russe de la guerre d'attrition, c'est on avance, on consolide, on avance, on consolide. Donc c'est comme ça que les Russes avancent. Alors évidemment, comme je viens de vous le dire, ceux qui sont pro-Union européenne, pro-OTAN, se moquent des Russes en disant bah regardez, ils avancent très peu. Oui, sauf que quand vous dites ça pendant 2 ans, eh bien à la fin des 2 ans, c'est des oblasts qui sont pris. Voilà, à la fin, on en arrive là. On peut aussi prendre l'image toujours du pro-OTAN, pro-UE qui se jette du 8e étage d'un immeuble et qui, à chaque étage qui passe, dit « pour l'instant, ça va ». C'est cette même image-là qu'il faut prendre. Donc là, la Russie essaye de faire du militaire le plus raisonnable possible. Et là, comme on le voit de manière éclatante, ça leur réussit depuis tout ce temps-là, malgré que la Russie soit le pays le plus sanctionné du monde et qu'on continue à faire des sanctions sur la Russie. Mais bon, en tous les cas, pour l'instant, militairement, tout sourit à la Russie. Alors ici, un article néerlandais très intéressant qui reprend un certain Edward Lucas,
qui est conseiller principal au Centre d'analyse des politiques européennes, ainsi que chroniqueur. Que dit cet Edward Lucas? Le sommet de l'OTAN était lâche. En fait, a été lâche en bonne traduction. L'ombre de Trump planait sur l'ensemble du sommet, occultant le véritable manque d'unité et d'indécision. Là, il nous dit, la lâcheté n'est pas de mise dans une alliance militaire. Or, c'est précisément ce qui a donné le ton au sommet de l'OTAN à La Haye. Les dirigeants réunis dans la capitale néerlandaise ont montré qu'ils craignaient davantage Donald Trump que Vladimir Poutine. Pour plaire au président américain, le programme a été plongé dans le coma, mis de côté. La menace russe a été minimisée. Des promesses creuses ont été faites et des décisions urgentes ont été évitées. C'est exactement ce que je vous avais dit dans ma vidéo, ma dernière vidéo qui parlait de ce point de l'OTAN, où je vous avais dit que les nations de l'OTAN, de l'Union européenne, étaient d'une lâcheté légendaire. Ça, je me cite moi-même, et j'avais ajouté que donc ils étaient d'une servilité absolument terrible vis-à-vis des États-Unis. Ce qui prouve d'ailleurs, là c'est moi qui l'ajoute là maintenant, que l'Union européenne est complètement vassalisée face aux États-Unis et complètement soumise face aux États-Unis. Vous allez me dire, je ne vous apprends rien. Oui, mais sauf que maintenant je ne suis plus le seul à le dire. On a une grande figure médiatique qui est Edward Lucas qui a osé dire ça. Et évidemment, beaucoup de grands médias reprennent ce qu'il dit, car c'est une figure très très importante du journalisme, à l'image de Seymour Hersh. Donc c'était très important à souligner que ceci soit dit dans un grand journal européen. Nous avons El País qui nous dit « Diplomatie du papa ». Donald Trump transforme ses alliés en vassaux. Les dirigeants mondiaux tentent de trouver la bonne dose de flatterie et de tact dans leur relation avec le républicain pour éviter de se mettre à dos son adversaire. Alors pourquoi El País reprend le mot de papa pour Donald Trump? Parce que Mark Rutte, le chef de l'OTAN, avait dit que Donald Trump était comme un papa pour l'Union européenne. Donc voilà, donc évidemment ça a fait rigoler tout le monde, mais pas dans le bon sens bien évidemment. Donc là, El País nous dit Donald Trump transforme ses alliés en vassaux. Non, 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 pas du tout. Les alliés des États-Unis sont les vassaux des États-Unis depuis des décennies. Voilà, c'est pas du fait de ce sommet que tout d'un coup ils se sont transformés en vassaux, bien évidemment. Donc on est toujours là dans des choses absolument évidentes. Ce qui est un fait nouveau ici, et c'est pour ça que je vous montre cela, c'est que ça paraît dans des grands médias maintenant. On ne cache plus que les pays de l'Union européenne sont des vassaux des États-Unis. C'est dit très clairement. Bah oui, parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure avec Donald Trump, qui lui, il va carrément, il ne prend pas de gants, il a énormément de grands défauts, mais on ne peut pas dire que Donald Trump soit très très hypocrite. Au contraire, lui, il dit ce qu'il pense. Alors maintenant, faut pas juger de la qualité de ce qu'il pense, mais tout du moins, il est franc. Ça, on ne peut pas lui enlever. Alors toujours pour montrer que Donald Trump abandonne bien évidemment l'Ukraine, comme chacun sait maintenant, il suffit de lire maintenant les signes énormes qu'on voit dans les grands médias et qui n'arrêtent plus. Là, par exemple, le New York Times qui nous dit l'absence de nouvelles sanctions américaines autorise l'entrée de biens et de fonds restreints en Russie. Le président Trump n'a imposé aucune nouvelle restriction à la Russie cette année, permettant ainsi à Moscou d'acquérir l'argent et le matériel dont elle a besoin dans son conflit avec l'Ukraine. Bah oui, là les signes ne cessent de s'empiler quant à l'abandon de l'Ukraine. Ça fait plus d'un an que je vous le dis, puisque déjà Trump et J.D. Vance n'arrêtaient pas de le dire à tout bout de champ quand ils étaient interrogés par les journalistes. Sauf que là, maintenant que ça devient tangible, réel, là c'est autre chose pour les grands journaux. Et là on est obligé d'en parler.
Et encore une fois, bien évidemment, c'est une énième mauvaise nouvelle qui s'empile sur celle que je vous ai dit précédemment quant au fait que Trump a décidé de ne même plus donner les paquets d'armes et de munitions qui étaient prévus par l'ère Biden. Donc là, voilà, et en plus, les sanctions que demandait l'Union européenne lors du dernier grand sommet de l'OTAN, eh bien au final, Trump ne les a pas écoutées et est fermé pour toute nouvelle sanction contre la Russie. Donc vous doutez bien que tout cela s'ajoute sur le moral déjà à zéro des Ukrainiens et en particulier des soldats ukrainiens avec les conséquences bien entendu inéluctables et dramatiques sur le théâtre des opérations, donc sur le front. Et en parlant du front, évidemment, on a l'énorme article du Washington Post qui nous dit l'Ukraine fait face à des assauts incessants à Soumy. Dans la région de Soumy, les forces ukrainiennes sont confrontées à un déluge constant de bombes volantes, c'est les bombes planantes, de drones et aux assauts incessants de petits groupes de fantassins russes, particulièrement sur des motos et parfois sur des quads. Elles endurent ces attaques pour empêcher les déplacements des forces russes vers d'autres champs de bataille dans la région orientale de Donetsk. Les forces ukrainiennes ont intensifié leurs propres attaques à Soumy en avril et ont même mené une petite offensive dans la région voisine de Koursk en Russie pour empêcher jusqu'à 60 000 soldats aguerris au combat d'être déplacés pour renforcer leur position dans les régions de Donetsk, Zaporojye, Kherson, a déclaré la semaine dernière le commandant en chef de l'armée, Syrski. Si ces troupes avaient été déplacées, elles auraient pu accélérer le rythme des attaques russes sur la ligne de front et épuiser les forces ukrainiennes. Cette stratégie n'a pas été sans susciter des critiques. C'est l'euphémisme du siècle. Les commandants chargés de l'exécuter se sont plaints des pertes humaines inutiles qu'elle entraînait. Tiens, tiens, tiens. Alors, vous voyez les termes très choisis et très diplomatiques du Washington Post pour dire que Soumy, c'est une catastrophe, puisqu'ils sont confrontés à une immense force qui est devant eux et qui les anéantit. Et on nous dit que, en tant qu'excuse, prétexte, que c'est pour empêcher 60 000 soldats russes aguerris au combat de renforcer le front sur les oblasts de Donetsk, Zaporojye et Kherson. Bon, bref, évidemment, c'est la même excuse donc qui est à nouveau mise sur la table par rapport à la création de ce nouveau front au nord de l'Ukraine sur Koursk. Donc là, en bis repetita, sauf que, bon, avant, on nous disait c'était pour faire une diversion afin que les Russes doivent envoyer des forces sur Koursk. Là, maintenant, c'est en avril, on nous dit voilà, c'est pour empêcher que les 60 000 soldats russes qui sont sur Koursk qui viennent renforcer les trois oblasts déjà cités. Bon, oui, bon, d'accord, mais ça ne change rien. C'est ridicule comme c'est dit là. Bien sûr que c'était absurde ce front sur Koursk. Il n'aurait pas dû advenir, pas du tout. Et en plus, évidemment que ça fait des pertes inutiles, puisque c'était un plan absurde à la base. Et en plus confronté à des forces bien plus puissantes que les forces ukrainiennes. Ça n'avait aucune chance de fonctionner. Et d'autant plus si on parle alors là de but carrément délirant, c'est-à-dire, comme certains disent, de prendre la centrale de Koursk. Bref, complètement délirant. Bref, en tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Non seulement l'Ukraine est beaucoup plus faible que la Russie, et quand je dis l'Ukraine, je parle de l'OTAN, bien entendu, mais en plus, elle a des stratégies complètement absurdes et ridicules, sachant que la stratégie la plus grotesque et qui a été la plus terrible pour l'Ukraine a été cette fameuse grande offensive à Zaporojye,
hein, qui devait piquer au final sur la mer d'Azov, couper l'armée russe en deux, et qui a fait cette grande offensive au moment où les Russes avaient fini les lignes de Sourovikine. Donc l'armée ukrainienne devait traverser 4 lignes de Sourovikine avant d'atteindre véritablement l'armée russe. Donc c'était absurde, ils ont continué dans l'absurde, mais encore une fois, je pense qu'ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance, mais ils devaient faire de la communication uniquement pour affaiblir la Russie et que c'était les ordres à suivre de Washington. Et je crois que en réalité, Zelensky n'a jamais cru à une victoire de l'Ukraine sur la Russie. La stupidité a quand même des limites. Alors maintenant, on va parler obus, et plus précisément des obus américains. On a le New York Times qui nous dit, afin de maintenir l'approvisionnement des artilleurs ukrainiens, le Pentagone s'est fixé l'an dernier, en 2024, un objectif de production de 100 000 obus par mois d'ici 2025. Les usines de Scranton et de Wilkes-Barre en Pennsylvanie produisent ensemble environ 36 000 obus par mois. La nouvelle usine de General Dynamics de Mesquite au Texas en produira 30 000 par mois. Bon, là, aux dernières nouvelles, elle est déjà en fonctionnement là, parce que cet article date de 2024, hein, pour information. Donc l'objectif, hein, c'est 100 000 obus par mois fin 2025. Alors là, sachant que 36 000 plus 30 000, en gros, là, il produit 66 000 obus par mois. Voilà. Euh, Ça, c'est la théorie, hein. Encore une fois, c'est la théorie ici. C'est-à-dire que, voilà, fin 2024, 66 000 obus, c'était leur théorie. Maintenant, on va voir de nos jours, maintenant, aux toutes dernières nouvelles, ce qu'il en est des obus américains. Alors ici, on a un diagramme des forces armées américaines terrestres avec une projection du nombre d'obus de 155 mm fabriqués par l'armée américaine. Donc là, on voit un diagramme qui nous donne les projections 2023, 2024, 2025, 2026. Et là, on s'aperçoit que fin 2025, ils espèrent 100 000 obus par mois. Et ensuite, une constance dans la fabrication d'obus concernant le volume, c'est-à-dire de rester à 100 000 par mois. Alors évidemment, c'est très très ambitieux et on va voir là maintenant les chiffres réels qui sont tout autres. Alors là, on a les dernières nouvelles grâce à l'analyste militaire basé au Canada qui s'appelle Colby Badwer et qui nous dit mise à jour sur le 155 mm. L'armée a récemment informé le Congrès que la production de 155 mm s'élève actuellement à 40 000 par mois. Il s'agit bien sûr d'une baisse par rapport aux 50 000 obus par mois annoncés par, alors la plante c'est un général, l'année dernière. Nous avons maintenant une explication probable à cette baisse. La nouvelle usine de production de corps d'obus à Mesquite au Texas accuse un retard considérable. Les deux premières des 3 lignes de production ne sont pas encore totalement achevées et la troisième risque de ne pas respecter sa date d'échéance. L'armée a officiellement informé General Dynamics Ordnance and Tactical Systems que la direction de l'usine est en cours de révision pour rupture de contrat, vous imaginez? L'entreprise a jusqu'au 10 juillet pour expliquer comment elle pourrait remettre les choses sur les rails. Par conséquent, la capacité de chargement, d'assemblage et d'emballage de l'armée dépasse sa capacité à produire les pièces métalliques des projectiles, c'est-à-dire les douilles des obus. Auparavant, les installations de LAP disposaient d'un stock de corps d'obus, mais celui-ci a dû être épuisé. La production de projectiles est donc tombée à 40 000, soit la capacité de production des autres usines de pièces métalliques. Les 3 lignes de production de Mesquite sont censées produire 10 000 obus chacune.
Donc vous voyez comment ils arrivaient à un moment donné à produire 50 000 obus, on va dire très momentanément, c'est parce qu'ils avaient un stock de corps d'obus. Mais comme ils n'ont plus ce stock de corps d'obus, eh bien c'est tombé à 40 000. Voilà. Et le problème, c'est que, étant donné les problèmes là de rupture de contrat avec l'usine de Mesquite, eh bien, bon, bah voilà, ça risque de poser problème. Donc, et pour atteindre les 100 000 obus fin 2025. Là, c'est très 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 mal barré. Donc là, ils sont tout dernièrement, les États-Unis peuvent fabriquer 40 000 obus par mois, ce qui représente pour les Russes, quand ils sont vraiment en forme et qui tirent énormément d'obus, ça représente 2 jours. Voilà, 2 jours de tir. Et encore, le record sur le front concernant les Russes, eh bien, c'est 40 000 obus en une journée. C'est le record qu'ont fait les Russes en tir d'obus. Donc en gros, c'est dérisoire la production américaine en obus. Hein, là, ils sont à 40 000 obus par mois présentement, réellement. C'est complètement dérisoire. Et c'est pas mieux côté Union européenne, hein, bien évidemment. Donc, comme le disait Marc Routeux, et là c'est Marc Routeux qui le disait, je vous en ai parlé dans un point sur l'Ukraine il y a 2 semaines, la Russie produit 3 fois plus de munitions que les 32 pays de l'OTAN réunis. Voilà. Et ça, c'est Marc Routeux qui l'a dit et répété. Voilà. Faut garder ça en tête quand on veut faire la guerre à la Russie, quand même. Ici, un article de l'Eurasia Daily qui nous dit « En Ukraine, l'alarme a été tirée en raison de l'émigration massive des écoliers. L'Ukraine est au bord d'une catastrophe sociale en raison de l'émigration massive de jeunes, principalement d'écoliers et d'étudiants. C'est ce qu'a annoncé le 1er juillet le portail ukrainien NGL Media. Selon la publication au début de l'année scolaire 2024-2025, le système éducatif ukrainien ne comptait que 3,74 millions d'élèves, toutes filières confondues. Il s'agit du chiffre le plus bas des 30 dernières années. Parallèlement, les enquêtes montrent que la tendance à la baisse du nombre d'enfants et de jeunes dans le pays ne fera que s'accentuer, écrivent les auteurs de l'article. Entre guillemets, si la tendance à la réduction du nombre d'étudiants en Ukraine se maintient, cela entraînera de nouveaux défis, non seulement dans le domaine de l'enseignement supérieur, mais aussi sur le marché du travail, indique l'article. Le problème de la pénurie de spécialistes qualifiés, notamment dans les industries techniques, se faisait sentir avant même 2022. Aujourd'hui, la situation pourrait encore s'aggraver en raison du départ massif à l'étranger, non seulement des étudiants, mais aussi des enseignants, indique la publication. Les autorités ukrainiennes tentent désormais de résoudre le problème du départ massif des étudiants. Ainsi, les candidats souhaitant rentrer en Ukraine bénéficient d'une prise en charge complète des frais de scolarité et d'une indemnisation partielle des frais de séjour sur le campus, indique l'article. Ouais, moi j'ai d'autres infos subsidiaires qu'on trouve grâce à Mariana Bezouglaya, c'est une députée ukrainienne de la Rada, qui disait que, attention, elle avertissait les étudiants que ça pourrait être un piège. Parce que, en gros, les étudiants partis à l'étranger, eh bien, c'est de la future chair à canon. Et il faut bien qu'il y ait des soldats en Ukraine. Et donc, ce serait un leurre. Une fois qu'ils arrivent en Ukraine, on les kidnappe et on les envoie sur le front. Alors maintenant, est-ce que vraiment l'Ukraine, Kiev, ferait vraiment ça, oserait vraiment faire ça? En tout cas, c'est quelque chose que Mariana Bezouglaya a dit que bon, bah, ça pouvait être une menace possible, étant donné que maintenant Kiev ne s'arrête à rien. En tous les cas, bah, évidemment, tout ça est dramatique pour l'Ukraine, bien sûr. Ici un article du New York Times qui nous dit « La Russie s'empare d'un gisement clé de lithium, défiant ainsi l'accord minier entre les États-Unis et l'Ukraine. Cette capture met en lumière un problème fondamental de l'accord. Plus Moscou s'accapare de territoire,
moins Kiev peut offrir de ressources à Washington. Alors, de quelle ville parle-t-on? Bah, on parle de la ville minière de Shevchenko. Voilà, endroit dont je parle dans les cartes sur l'Ukraine toutes les semaines depuis des mois et des mois. Je vais pas trop y revenir là-dessus parce que pour qui me suit concernant les cartes sur l'Ukraine le lundi, j'en parle chaque semaine invariablement. Pour ceux qui me suivent, vous êtes parfaitement au courant de tout ce qu'il y a à savoir sur Shevchenko. Là c'est la première fois qu'un grand média parle vraiment de Shevchenko et qui s'alarme. Et oui, parce que comme moi je vous le dis depuis des mois et des mois, le fait que la Russie puisse s'emparer de Shevchenko, d'une des plus grandes mines de lithium d'Ukraine, bah évidemment ça va aider la Russie, mais pour bien d'autres choses. Hein, c'est comme la prise de la centrale nucléaire de Zaporojye, bah, évidemment ça va aider énormément la Russie, comme le Donbass. Hein, le Donbass, c'est l'endroit où il y a le plus de charbon, bien évidemment en Ukraine, donc etc. etc. Hein, sans compter l'agriculture, de nouveaux territoires qui vont offrir d'autres débouchés à la Russie divers et variés. Bref, bien entendu, quand la guerre sera finie, la Russie va être extrêmement gagnante sur le long terme. Alors au début, ça va coûter un peu cher parce qu'il va falloir créer des infrastructures, donc faire pas mal d'investissements. Mais à la fin, sur le long terme, la Russie va être considérablement bénéficiaire quant aux ressources, peu importe lesquelles. Les grands médias s'emparent enfin de cet aspect-là de cette petite conquête russe, mais c'est un aspect quand même très important au final. Là, on a Friedrich Merz. L'Allemagne ne deviendra pas partie au conflit en fournissant des Taurus à l'Ukraine. Donc là, il a encore changé d'avis, Merz. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré qu'il avait discuté avec Zelensky de la possibilité de former les Ukrainiens au maniement des missiles de croisière Taurus, mais qu'il ne croyait pas que l'Allemagne deviendrait partie prenante de la guerre si ces missiles étaient fournis. Donc nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas encore mis d'accord sur ce point, la formation des Ukrainiens. J'en ai discuté avec Zelensky, j'en ai discuté au sein des coalitions. Nous n'avons pas encore commencé. C'est et cela reste une option, a déclaré le chancelier dans une interview accordée à la chaîne de télévision ARD en réponse à une question sur le début éventuel de la formation. Dans le même temps, Merz a souligné l'extrême complexité du maniement des missiles qui peut être maîtrisé en au moins 6 mois. Selon le chancelier, l'Allemagne ne deviendra pas partie prenante de la guerre en cas du début de livraison de Taurus. Voilà, donc en gros, l'Allemagne ne participera pas à la guerre. Donc Merz, il ne veut plus envoyer des Taurus comme il le pensait, c'est-à-dire faire comme la France et l'Angleterre, c'est-à-dire en réalité avec des techniciens français et des techniciens anglais qui manipulent les missiles. Merz, il dit, bon, je peux vous envoyer des Taurus, mais c'est pas moi qui les manipulera, ce sera les techniciens ukrainiens, ce sera pas des techniciens allemands. Bon, évidemment, c'est extrêmement hypocrite. Il dit que comme ça, l'Allemagne ne participera pas à la guerre, mais je ne crois pas que Vladimir Poutine verra ça du même œil. Je ne le pense pas. En tous les cas, il est russe comme ça. En gros, c'est pour décourager Zelensky. Hein. Tout du moins, c'est ce que je pense, parce que avec sa nouvelle stratégie, en gros, Zelensky ne pourra utiliser les Taurus que dans 6 mois s'il accepte immédiatement que des Ukrainiens soient formés sur le système Taurus. Voilà, c'est le marché qu'on lui donne. Bon, Merz, il a joué vraiment le malin, et comme ça, il pourra dire,
Moi, je ne participe pas à la guerre, hein, vous voyez, ce sont les Ukrainiens qui manipulent les Taurus, ce ne sont pas des techniciens allemands. Donc techniquement, je suis bien là, vous voyez, vous êtes témoins, vous les Russes. Bon, je ne crois pas que les Russes tomberont dans le panneau et seront prêts à gober cette hypocrisie absolument énorme de la part de Merz. On verra comment Vladimir Poutine va prendre ce jeu-là. Là, un article intéressant de Military Watch Magazine qui nous dit retour à la production de chars de l'ère soviétique. La Russie construira bientôt plus de 3000 T-80 et T-90 par an. Donc les T-80 et les T-90, ce sont des chars de combat. Le secteur de la défense russe est en bonne voie pour accroître significativement sa production de chars de combat principaux afin d'atteindre une production historique de 1000 nouveaux chars d'ici la mi-2028. Donc 1000 nouveaux chars par an d'ici mi-2028 et le chiffre impressionnant de 3000 chars par an d'ici la mi-2035, selon une évaluation récente de l'équipe de renseignement sur les conflits. Donc, comme on peut le voir, la Russie veut fabriquer énormément de chars, étant donné qu'elle en aura peut-être besoin si jamais il y a un conflit conventionnel avec l'OTAN et évidemment sur le pourtour ouest de la Russie. Elle aura beaucoup de pays à faire face. Donc, on peut comprendre qu'elle fabrique autant de chars de combat. En lisant les blogueurs russes, il y en a un qui a montré quelque chose de très intéressant concernant la technologie qui est donnée aux soldats. De plus en plus, les soldats russes ont ce type de montre. C'est une montre qui leur permet de savoir si un drone avance vers eux. Et non seulement il permet d'avertir les soldats qu'un drone s'approche d'eux, mais en plus donne la fréquence de communication du drone, ce qui permet à celui qui a une montre et qui a la technologie, le matériel adéquat, de contrecarrer grâce à un brouillage idoine le drone en question qui arrive vers eux, afin qu'il s'écrase ou qu'il soit désorienté. Donc cette technologie qui apparemment se démocratise dans l'armée russe, sur le front, est quelque chose de très intéressant à noter technologiquement parlant. Là, on a Ukraine Forum qui nous dit que Zelensky annonce que les Russes sont 695 000, hein, on parle des soldats russes, en Ukraine, plus 52 000 stationnés en Russie, dans l'oblast de Kursk et de Belgorod. Donc, en réalité, ça fait 695 000 soldats russes plus 52 000 autres soldats russes. Voilà, c'est le nombre de soldats russes que la Russie là, peut déployer en Ukraine. Hein, donc là, il y en aurait 52 000 à Kursk et à Belgorod. Et évidemment, Zelensky est très inquiet. Et l'excuse que je vous ai annoncée, c'est que comme il y a 52 000 soldats russes à Kursk et à Belgorod, c'est pour ça que Kiev attaque toujours à Soumy, pour que ces 52 000 ne quittent pas ces deux régions et rejoignent les 695 000 soldats russes en Ukraine, qui sont vraiment en Ukraine. Voilà, donc vous notez quand même que le chiffre est absolument énorme. Et ce chiffre de soldats russes est beaucoup plus élevé que ce qu'avait annoncé Vladimir Poutine en janvier 2025. En janvier 2025, Poutine avait annoncé qu'il y avait 617 000 soldats en Ukraine. 617 000. Vous notez que maintenant, ils sont 695 000. Plus 52 000, s'ils le voulaient. Donc, ouais, oui, parce que là, les Ukrainiens attaquent à Soumy, donc dans l'oblast ukrainien, puisque les Russes ont maintenant pris pied dans l'oblast de Soumy. Mais en réalité, le nombre de soldats russes, c'est 695 000 plus 52 000. Et ça, c'est d'après Zelensky. C'est d'après Zelensky. Imaginez-vous.
peut-être que le chiffre est encore plus grand. On ne sait pas. Mais en tous les cas, ça correspond bien à l'augmentation du nombre de conscrits par mois que dit le ministère de la Défense russe. Ça correspond à peu près, hein, bien entendu, à peu près. Donc tout ça est quand même assez impressionnant au niveau nombre de soldats russes, hein. Parce que là, c'est ce qu'il y a en Ukraine et à Koursk et à Belgorod. Imaginez-vous si on prend le nombre de soldats russes prêts au combat de toute la Russie et qu'ils venaient vers l'Ukraine. Imaginez-vous le nombre. Bref, bon, bah, tout ça est très inquiétant pour l'Ukraine, évidemment, et c'est étonnant d'ailleurs que Zelensky donne des chiffres relativement exacts. C'était à souligner dans un journal ukrainien, hein, ne l'oublions pas. Alors là, un article vraiment significatif qui vient d'Eurasia Daily et qui confirme le côté complètement pro-ukrainien, bien évidemment, de Macron. Encore une fois, nulle surprise. Sauf que là, c'est fait de manière assez spectaculaire. On a Macron appelé Zelensky après sa conversation avec Poutine, rapporte Bloomberg. Le président français Macron, après sa conversation téléphonique avec son homologue russe Poutine, a contacté le chef du régime de Kiev pour rendre compte des résultats de son entretien avec le Kremlin. La publication indique que Macron n'a rien rapporté de nouveau. Il a déclaré que la position de la Russie sur la fin de la guerre en Ukraine restait inchangée et que Moscou continuerait de s'opposer au cessez-le-feu. Alors bon, concernant l'attitude de Macron, rien d'étonnant, c'est du Macron. Par contre, là où je suis étonné, c'est que Poutine ait bien voulu prendre l'appel de Macron. Alors, je ne vois pas pourquoi il a accepté. En plus, il déteste Macron, et ça, c'est tout le monde le sait, quoi. C'est une la palissade de dire que Poutine déteste Macron. Alors, et en plus, pourquoi faire? Dans quel intérêt? Je ne vois pas pourquoi Poutine a accepté un entretien téléphonique avec Macron. Alors si Poutine veut encore entretenir de bons liens avec la France, il a fait cet effort, mais bon, la France est un ennemi résolu contre la Russie. Donc vraiment, je ne comprends pas Vladimir Poutine. Là j'avoue, je ne comprends pas pourquoi il a accepté cet appel. Mais bon, c'est comme ça. Bref, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.